Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois d'août, avec donc la fin des lectures que j'ai effectuées en Espagne et le début de celles que j'ai effectuées en Andorre. J'ai donc 5 livres à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de La gloire de mon père par Marcel Pagnol. Je vous parlerai ensuite de ma lecture du second tome de Au service de sa majesté la mort par Julien Hervieux. Puis ce sera au tour de Aucune pierre ne brise la nuit par Frédéric Couderc. Après ça, on passe à la fantasy avec Les Terres de l'Est, qui est le second tome des récits du Demi-Loup par Chloé Chevalier. Et pour terminer, je vous parlerai de ma lecture du roman Le Médaillon de Budapest par Ayelet Waldman, ici aux éditions France Loisirs. Je vais donc démarrer tout de suite avec La gloire de mon père par Marcel Pagnol. C'est un roman classique que j'avais envie de découvrir depuis longtemps et c'est vrai qu'il est... Enfin voilà, Marcel Pagnol est originaire du sud de la France, à côté de Marseille, et du coup forcément ses récits sont très empreintes de la Provence et du coup je trouve assez propice à l'été. Surtout que celui-ci se passe, si je dis pas de bêtises, pendant des grandes vacances. En tout cas pendant des vacances c'est sûr, je crois que c'est pendant des grandes vacances en plus. C'est un roman qui est assez court, il fait 280 pages. Au niveau du style, c'était assez facile à suivre. Donc en fait c'est la trilogie, enfin non, c'est en 4 tomes en fait. Les 4 romans de Marcel Pagnol qui sont concentrés autour de ses souvenirs d'enfance et peut-être après un petit peu d'adolescence, en tout cas ici c'est de l'enfance. Donc avec La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets et La saison des amours, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça je crois pour le dernier. Je les ai tous chez moi sauf le dernier, du coup je suis pas sûre. Oui c'est ça, Le temps des amours. Et du coup donc voilà, j'étais assez curieuse de découvrir tout ça, je me suis lancée cette année. Pour ce premier tome on a donc Marcel qui est enfant et on va voir comment avec sa famille ainsi que je crois que c'est des cousins, ils vont en fait décider d'acheter ensemble une maison dans la campagne pour y passer leurs vacances. Toute l'installation qu'il y a là-bas, les histoires avec son père qui est instituteur, qui l'admire beaucoup. Et puis on a également pas mal de récits de chasse puisque voilà, l'oncle et le père notamment vont se lancer là-dedans. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, même si le début, l'installation est assez lente. Après effectivement donc ça parle de la chasse et si c'est quelque chose que vous n'aimez absolument pas, ne le lisez pas, même si pour ma part je n'aime pas la chasse et pour autant ça m'a pas spécialement dérangé dans le récit. Il faut aussi un petit peu remettre ça dans son contexte. Et donc voilà, après j'ai trouvé que le début était quand même un peu lent à passer, pour le reste après derrière ça m'a plutôt plu. J'ai mis la note de 15 sur 20, comme je disais, j'ai les autres tomes chez moi donc je les continuerai, mais voilà, je les continuerai je pense petit à petit, et j'ai bien aimé surtout en fait l'ambiance qui est pas mal dans la nostalgie etc. Et qui voilà, vraiment un côté souvenir d'enfance qui pour le coup m'a plutôt bien plu, ainsi que vraiment l'immersion dans la Provence etc. Donc voilà. Après ça, j'ai donc lu le second tome de Au service de sa majesté la mort, ici qui s'appelle De vieux ennemis. C'est par Julien Hervieux et c'est publié aux éditions Castelmore. J'avais lu le premier tome autour du mois de février, si je dis pas de bêtises, et j'avais vraiment bien apprécié, ça avait été une bonne surprise. Du coup, j'étais curieuse de découvrir ce tome 2. C'est une trilogie, le 3e tome devrait sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. Je ne crois pas avoir vu de date annoncée pour l'instant, mais je pense que ça devrait être d'ici la fin de l'année et ce sera donc le dernier tome. Pour ce qui est de l'histoire de Au service de sa majesté la mort, dans le premier tome on découvrait Elisabeth qui est une jeune anglaise. Je crois que ça se passe dans les années 1880, autour de 1800 si je dis pas de bêtises. Et en fait Elisabeth, oui c'est ça 1887, j'avais bien visé. Et en fait Elisabeth est une jeune journaliste qui a un petit peu de mal à démarrer sa carrière, d'autant plus que c'est une femme. Et en fait par rapport à sa carrière de journaliste, elle va se retrouver mêlée à une affaire et elle va mourir dès le début du roman, hein, c'est pas du tout un spoil. Et en fait quand elle va mourir, eh bien un homme va venir la chercher et va lui dire bon bah écoute, tu es réveillée, enfin je te réveille, maintenant tu es une revenante et tu es donc au service de sa majesté la mort, et tu dois accomplir pour elle des missions qu'elle te donnera. Nous on fait partie du groupe de l'ordre de Londres et puis bah voilà, c'est ta nouvelle vie.
Donc en gros, voilà pour le pitch du livre. J'avais vraiment bien aimé, c'est une série qui est vraiment dynamique, avec de bonnes idées, toute l'histoire autour de la mort, des revenants, des trompes-la-mort, etc. est assez intéressante. Pour ce qui est de ce second tome, j'ai trouvé que le début était un petit peu lent et surtout que... En fait, il y a une escapade à Venise qui est annoncée depuis, je crois, la fin du tome 1 et on a très hâte de voir ça. Et en fait, finalement, l'escapade à Venise est assez survolée et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'en aurais aimé plus de ce côté-là. Après, pour le reste, j'ai bien apprécié et la fin part dans quelque chose un petit peu plus marin, un petit peu avec un petit côté un peu piraterie, corsaire, etc. Enfin, ouais, voilà, un petit côté comme ça que j'ai vraiment bien apprécié pour le coup sur la fin. C'était un autre univers qui m'a bien parlé. Mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé, je suis curieuse de voir du coup la fin de cette série que je lirai, c'est sûr. Mais voilà, une série quand même que je vous recommande, c'est axé sur un public, c'est à la limite entre le jeunesse et le young adult, je pense que c'est disponible, enfin que c'est accessible dès peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça, c'est quand même assez fluide. Après pour autant c'est pas complètement de la jeunesse parce qu'il y a quelques trucs un peu sombres. Mais voilà, après, bon, clairement, moi j'ai adoré et j'ai un peu dépassé l'âge quand même qui est prévu pour... Enfin, la tranche d'âge pour laquelle il est prévu, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une série que je trouve très sympa. Et du coup, j'attends le tome 3 avec grande impatience. Pour le coup, donc j'ai mis la note de 16 sur 20 à ce second tome. Je crois que j'avais mis la note de 17 au premier, que j'avais trouvé un peu plus fluide, un peu plus égal tout du long du récit. Voilà. Ensuite, j'ai donc lu Aucune pierre ne brise la nuit par Frédéric Couderc aux éditions du Livre de Poche. J'avais en fait entendu parler de ce livre sur la chaîne de Piketty Bookin et quand elle a mentionné le résumé, voilà, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a donné très envie de le découvrir. Il parle d'un thème qui m'intéressait déjà, donc voilà, forcément je me suis lancée. Pendant mes vacances, j'ai également lu un autre roman de Frédéric Couderc dont je vous parlerai dans mon prochain point lecture pour le coup. Pour celui-ci, donc, Aucune pierre ne brise la nuit raconte l'histoire d'Ariane, qui est une femme qui est mariée avec un expatrié, qui est mariée en fait avec un diplomate. Du coup, ils ont été expatriés pendant quasiment toute leur vie. Ils se sont beaucoup baladés, etc. Et puis ils sont revenus s'installer à Paris maintenant. Ils ont une fille et en fait ils ont adopté leur fille pendant qu'ils étaient en Argentine et ils étaient en Argentine à la période de la dictature. Et en fait Ariane va se rendre compte, elle va découvrir que sa fille Clara, qu'ils ont adoptée donc à Buenos Aires, et bien a priori l'adoption ne s'est pas faite dans les bonnes conditions puisqu'il semblerait que ce soit un bébé volé de la dictature argentine. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait à cette époque-là, la dictature en Argentine a vraiment en gros décimer les révoltes qu'il y avait contre elle et c'était notamment beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes adultes autour de la vingtaine, la trentaine et donc de nombreux d'entre eux étaient parents et leurs enfants en fait ont été récupérés, ont été placés dans des familles qui considéraient comme étant mieux pour eux pour qu'ils puissent grandir avec les bonnes valeurs, etc. Mais du coup voilà, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui ont disparu. Et il y a donc les enfants qui ont été enlevés et en même temps que leurs parents, en général les parents ils passaient la trappe et puis voilà. Et les enfants donc étaient redonnés à d'autres familles. Et puis il y a également les femmes qui étaient arrêtées et qui étaient enceintes. Et pour le coup celles-là en fait on les gardait jusqu'à ce qu'elles accouchent et ensuite le bébé était donné en adoption et puis la femme ensuite on l'a balancée gentiment d'un avion pour qu'elle s'écrase par terre et qu'elle meure. Voilà. Donc des périodes historiques forcément très sympas et c'est tout ça qui a entraîné derrière le mouvement des grands-mères de la place de Mai. J'avais lu une bande dessinée qui en parle, qui était géniale, que j'avais beaucoup aimé, qui expliquait très bien en fait tout ça avec le rôle des grands-mères. Et en fait ces grands-mères, et bien du coup ce sont les mères des jeunes qui ont été arrêtés et qui cherchent après la dictature à retrouver leurs petits-enfants pour renouer avec eux, retrouver leurs liens familiaux, etc. Donc en fait Ariane, dans le récit ici, donc Ariane va commencer à se poser des questions un petit peu par rapport à sa fille Clara. Elle va tomber sur certains éléments des journaux, etc. de son mari et du coup elle va se poser des questions. Elle va rentrer en contact justement avec les associations de grand-mères pour essayer de comprendre, de leur dire je pense qu'il y a quelque chose avec ma fille, que l'adoption finalement ne s'est pas passée vraiment comme je l'aurais pensé, en sachant que ça se passe quand même pas mal d'années plus tard. Je crois que la fille a maintenant 18 ans, quelque chose comme ça, donc voilà, ça date un peu. Et en parallèle de ça, en fait, elle va rencontrer un Argentin qui vit en France, qu'elle va rencontrer dans un musée et qui va lui parler de tout ça, puisque lui, il a connu cette période-là en Argentine. Et donc voilà, on va avoir la relation qui va s'installer entre Ariane
et le réfugié, Gabriel c'est ça, enfin oui c'est ça, c'est un réfugié argentin mais qui est arrivé pareil depuis pas mal d'années en France. Et en même temps, il y a toute l'enquête qui va se mener autour de Clara et en parallèle de ça, Gabriel va également essayer de remonter sur l'histoire, enfin voilà, sur son histoire à lui, l'histoire des personnes qu'il a connues, qui ont été arrêtées, etc. C'est un roman que j'ai trouvé très intéressant par tout l'aspect historique qui est mentionné. J'ai trouvé que c'était très bien fait, que ça apprenait vraiment plein de choses et que c'était forcément du coup assez sombre, hein. Mais voilà, j'ai vraiment bien apprécié tout ça. Après, j'ai eu peur à certains moments que l'auteur parte dans certaines facilités, mais je trouvais que finalement c'était plutôt bien rattrapé et que c'était bien fait, mais c'est vrai que ça m'avait fait un peu peur quand même à certains passages. Voilà. Après, j'ai trouvé quand même dans le récit qu'il y avait quelques petites longueurs et que la fin ne m'a pas tout à fait convaincue. C'est pas trop ce que j'aurais voulu comme fin. Mais voilà, en tout cas sinon c'est un récit que j'ai bien apprécié, je vous le recommande vivement, surtout voilà, pour tout l'aspect de renseignements et d'informations sur cette période historique. J'ai mis pour ma part la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans Terre de l'Est, donc le second tome des récits du Demi-Loup par Chloé Chevalier aux éditions des Moutons Électriques. J'avais lu Véridienne, donc le premier tome, il y a de ça 2 ans maintenant, et c'est vrai que du coup j'avais un peu peur d'être larguée en me replongeant dans cet univers. Et ça, j'ai eu un petit peu de mal au tout début à bien resituer tout le monde, à me souvenir que oui c'est vrai que lui avait un lien avec elle, et puis que lui il s'entendait pas avec elle, enfin bref. Il y avait quelques petits liens comme ça qu'il a fallu remettre en place puisque c'est pas trop fait dans le début du récit. Pour ce qui est de la saga des récits du Demi-Loup, en fait c'est une série de fantasy adulte qui est assez descriptive quand même. C'est une fantasy qui est assez lente. En fait le principe du récit c'est donc qu'on a le royaume du Demi-Loup. Le royaume du Demi-Loup est en gros séparé entre 2 parties. Véridienne et les Éponasses, c'est ça. Et en fait, chacune des 2 parties, donc les Véridiennes ou les Éponasses, ont une princesse qui est l'héritière. Les 2 sont cousines. En fait, dans ce royaume, quand un prince ou une princesse naît, une personne de la famille royale en fait de manière plus générale naît, elle a un suivant ou une suivante, donc si c'est une princesse c'est une suivante, et en gros une suivante c'est quelqu'un qui est né le lendemain du jour de la naissance de la princesse, et c'est une personne qui va vraiment l'accompagner, c'est pas juste une servante, clairement pas, c'est quelqu'un qui va être éduqué comme le prince ou la princesse, qui a un rôle diplomatique très important, qui est vraiment extrêmement bien reconnu. Enfin, c'est quelqu'un qui est jugé au-dessus du chef des chefs des armées, etc. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a un très grand rôle à jouer et notamment un des rôles qu'il a également c'est de tenir le journal de la vie, du récit de ces membres de la famille royale qui vont ensuite pouvoir être transmis. Nous on va donc suivre ces 2 princesses en sachant qu'il y en a une des 2 qui a 2 suivantes puisqu'en fait ils n'ont pas réussi à trouver suivante qui soit née le lendemain, du coup, bref, elle a 2 suivantes ce qui n'est normalement pas le cas, et donc on suivait dans le premier récit ces 5 jeunes femmes puisque du coup on avait les 2 princesses et les 3 suivantes qui étaient dans le château de Véridienne où elles grandissent, on les suivait je crois de leur fin d'enfance à leur adolescence à peu près, et tout ça donc est fait sous forme de récits, de journaux, donc c'est pour ça que c'est quand même une forme qui est assez lente puisque c'est pas des actions qui sont décrites directement mais des choses qui sont retranscrites dans les journaux. Et en parallèle de ça on suivait également l'histoire de Aldemort qui est un prince, je crois Aldemort, j'ai plus le prénom exact en tête parce qu'en fait ils ont des prénoms qui se ressemblent beaucoup dans cette famille, oui c'est ça, Aldemort. Et ensuite donc on a Aldemort. Aldemort c'est le grand frère de l'une des 2 princesses, de la princesse de Véridienne, et il a été envoyé en campagne quand il était jeune, il n'est pas revenu depuis extrêmement longtemps mais il va ressurgir, et donc on a également son récit à lui en sachant que lui son suivant est décédé, donc c'est lui qui tient lui-même son récit. Et donc on avait tous ces personnages-là qu'on découvrait. À la fin du premier tome de Véridienne, il se passe quelques petites choses. C'est un récit qui est quand même pas mal axé sur de la géopolitique un petit peu, avec les différents royaumes, puisqu'il y a, il y a des royaumes autour, il y a les 2 parties de Véridienne et des Éponasses qui s'entendent pas forcément toujours très bien, et puis on avait tout l'aspect relationnel entre les différentes personnes, enfin ils ont tous un caractère assez propre, et donc on suivait tout ça, et à la fin il y avait pas mal de gros événements. En plus de ça il y a la peste mort qui est une grande maladie qui ravage un petit peu le royaume depuis pas mal d'années maintenant. Le royaume est en guerre depuis très longtemps, donc ils ont perdu beaucoup de soldats, enfin bref voilà, ils sont un petit peu en galère quand même.
Dans le tome 2, on retrouve donc les personnages vraiment quasiment à la fin du tome 1. Il y a très peu de temps, très peu d'espace-temps entre les deux. C'est vraiment une suite directe. Et donc on retrouve tous ces personnages. À partir du tome 2, ils ne sont vraiment plus tous ensemble. Il n'y a plus du tout l'ambiance de château avec tout le monde qui grandit ensemble. La princesse des Éponas est retournée aux Éponas avec sa suivante. Enfin voilà, tout a un peu changé. Et on va le retrouver dans tout ça. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que ça reste de la fantasy descriptive avec beaucoup de narration et assez peu d'action, mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'aime énormément les différents personnages en fait qui ont été créés. Je me suis beaucoup attachée à quasiment chacun d'entre eux. En tout cas, je me suis beaucoup attachée aux suivantes, ça c'est sûr, puisque bon, après c'est de leur point de vue. Les deux princesses ont quand même des tempéraments qui sont un petit peu voilà, assez forts et qui du coup peuvent les rendre peut-être un petit peu moins attachantes que leurs suivantes. J'aime également beaucoup le personnage du prince Aldemort, qu'en plus on apprend beaucoup à découvrir dans ce tome-ci et on découvre tout son passé et tout ce qui s'est passé en fait pendant la fameuse campagne durant laquelle il a disparu pendant des années et des années. J'ai adoré toute cette partie, j'ai adoré la suite avec tous les trucs un petit peu géopolitiques, etc. J'ai trouvé ça vraiment super top. J'adore l'écriture de Chloé Chevalier, je la trouve géniale. Donc vraiment voilà, pour moi une très très bonne série. J'ai le tome 3 déjà dans ma pile à lire, il ne faut pas que j'attende encore 2 ans pour le lire. Il y avait également une petite nouvelle qui avait été sortie et je crois que la série sera en 4 tomes si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas je crois pas que le 3e tome soit le dernier. Mais en tout cas une très bonne suite de séries, je vous recommande grandement la saga Viridian si ça vous tente. Pour ma part j'ai mis la note de 17/20 en sachant donc que voilà, c'est de la fantaisie quand même assez descriptive etc. Mais pour autant c'est une écriture qui est assez fluide je trouve, qui se lit facilement et les tomes sont pas très longs, ils font 320 pages. Après bon c'est des moutons électriques donc c'est assez chargé au niveau de la typographie, mais c'est vrai que parfois au mouton électrique il y a des récits qui sont assez contemplatifs et qui en plus sont longs. Au moins c'est pas le cas ici, voilà. mais pour ma part ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup cette série et je suis très curieuse de voir la suite, surtout qu'elle promet encore de s'axer sur une autre partie du royaume. Déjà ici on continue à découvrir le royaume, mais voilà, je vous recommande. Et pour terminer, je me suis donc lancée dans le Médaillon de Budapest par Ayelet Waldman. Il est sorti chez Robert Laffont, ici c'est l'édition Françoisir, il est sorti ensuite chez Pocket, avec toujours la même couverture. C'est un récit qui me tentait bien puisque ça parle en fait du train de l'or hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on avait demandé au peuple hongrois juif de regrouper tous ses biens de valeur petit à petit, et tout ça est parti dans un train, et c'était un petit peu compliqué après pour récupérer tout ça. Donc voilà, ça parle de tout ça, en fait, des biens qui ont été volés aux juifs et comment la difficulté qu'il va y avoir à leur rendre. Ce que j'ai bien apprécié avec ce récit, c'est que c'est un récit donc axé autour de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne se passe pas pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe après. Ça commence en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les camps ont été libérés, ils ont du coup des anciens prisonniers dont il faut s'occuper, il faut les loger, enfin bref, voilà, tout ça s'axe. Et puis donc il y a aussi la question des biens qu'il faut leur rendre. C'était un récit qui par tout ça me tentait vraiment bien et je dois dire que malheureusement ça l'a pas beaucoup fait avec moi. En fait ce récit est divisé en 3 parties différentes et malheureusement j'ai trouvé que c'était pas très bien équilibré, et vu que c'est vraiment 3 parties séparées, j'ai trouvé que tout ne se connectait pas forcément très bien. Alors oui, il y a des liens entre les différents personnages, mais parfois c'est des liens qui sont un petit peu loin et finalement tout n'était pas forcément très bien connecté à mes yeux. En fait l'histoire c'est qu'on a un homme qui est un américain, qui est un ancien soldat qui a aidé justement à la libération des camps et au fait de s'occuper donc voilà de ces populations qui avaient été libérées. Et cet homme en fait a un médaillon avec lui et quand il va décéder il va le confier à sa nièce je crois. Non, c'est sa petite fille. Il va confier à sa petite fille le fameux médaillon en lui disant que voilà, il faudrait qu'elle le rende en fait à son propriétaire. Du coup, elle va devoir remonter un petit peu toute la piste du médaillon et se retrouver du coup face à toute cette histoire avec le train de l'or hongrois. En fait, la première partie est concentrée justement sur l'histoire du grand-père. Quand il a été soldat, après la libération des camps, ce qui s'est passé, etc., le rôle qu'on lui avait confié par rapport à ce fameux train, quand il a dû faire tout l'inventaire, etc. J'ai bien aimé toute cette partie-là, j'ai trouvé assez intéressante. Après, on en a une seconde qui est du coup dans le présent, où on voit toute l'enquête de la fille pour essayer de remonter
jusqu'à l'origine du médaillon. J'ai bien aimé au départ, mais j'ai trouvé que ça s'essoufflait un petit peu et que c'était pas hyper passionnant. Et après on a la suite, enfin la dernière partie qui pour le coup se passe encore avant, enfin se passe dans les années 1910 je crois, si je dis pas de bêtises. Et cette dernière partie en fait va nous parler de la propriétaire du fameux médaillon et de son histoire avant la guerre et voilà, comment le médaillon aussi est passé de main en main. Cette histoire-là aurait pu être vraiment intéressante, surtout que ça parle notamment de la psychologie, du début de la psychanalyse, etc., de comment considérer les femmes à cette époque, surtout quand elles avaient des idées et qu'elles ne comptaient pas juste se laisser faire. Donc j'aurais pu trouver ça très intéressant, mais en fait je trouvais que c'était pas assez relié avec le reste. Finalement tout ça n'était pas très bien équilibré et c'était un petit peu ennuyeux. Voilà, c'est vrai que je m'attendais à un récit beaucoup plus prenant et finalement ça l'a pas vraiment fait avec moi. J'ai bien apprécié la première partie et puis ensuite ça s'est vraiment essoufflé. Donc voilà, j'ai mis la note de 14 sur 20, il y avait des bonnes choses mais ça l'a pas trop fait. Voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres. Il y a quand même de belles découvertes à faire, notamment avec les 3 titres que je vous ai proposés au milieu. Donc voilà, j'espère que j'aurai su vous donner envie de vous plonger dans ces récits ou au moins de vous y intéresser. Sur ce, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!